Il est 13 h, c'est l'heure de votre journal. Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. La foi est droiture, sécurité et succès. L'unité est le second élément qui catalyse les bases d'une société durable. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a prononcé ces mots au cours de la nuit du destin, célébrée hier à la grande mosquée de la Riviera Golf, en présence de plusieurs autorités et des guides religieux sous les thèmes « La foi et l'unité, clé du succès d'une nation ». C'est insupportable et c'est peu de le dire. On observe depuis quelques semaines des vagues de chaleur partout en Côte d'Ivoire, une situation qui n'est pas du tout aisée et qui est surtout préjudiciable pour les populations. Le mois de mars a enregistré le pic de cette chaleur suffocante. Grace Kando est allé en savoir plus à la Sodexam. Et puis au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko vient de rendre public son équipe gouvernementale. Elle est composée de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. En introduction, le Premier ministre Sonko a promis un gouvernement de rupture. Parmi les ministres régaliens, les ministères régaliens, 2 portefeuilles sont occupés par des membres importants du parti du président. Je vous le disais, les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré hier Laylatul Qadr, la nuit du destin en arabe, une nuit particulière du mois du Ramadan avec une haute valeur pour les musulmans. Elle est la nuit la plus sacrée de l'année. La célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf et Tiemoko Melieko. Et y représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Retour sur la célébration avec Abou Sanogo. La nuit du destin, nuit de la destinée, la meilleure nuit en islam, nuit de miséricorde, du pardon, d'excellence et d'élévation spirituelle, nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Muhammad, prophète de l'islam. La célébration de la nuit du cadre 2024-1445 Hégire s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, en présence du vice-président de la République Tiemoko Melieko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, de quelques membres du gouvernement et de plusieurs guides religieux. Un thème, la foi et l'unité, clé du succès d'une nation, développé par l'imam Saïd Konaté. La foi est le moteur qui nourrit l'engagement à suivre le commandement divin, à pratiquer la vertu et à poursuivre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle incarne la résilience spirituelle qui donne un sens à la vie, nourrit l'espoir, apporte la sécurité, la tranquillité et invite à une conduite morale de droiture. La foi demeure généralement un catalyseur puissant qui inspire les individus et les rassemble autour d'un idéal commun. L'unité, quant à elle, nous encourage à nous tenir fermement ensemble, solidaires autour du câble d'Allah, sans jamais nous diviser. Cette nuit, la 27e nuit du Ramadan, qui pèse plus de 83 ans de bonnes œuvres agréées par Allah, a amené le guide de la communauté musulmane. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a appelé ses coreligionnaires à vivre ensemble. Il a également exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur de la communauté musulmane. La commémoration de cette nuit de lumière éternelle et de bénédiction est donc un acte de foi, de reconnaissance et d'espérance pour toute l'humanité. C'est soumettre à Dieu Tout-Puissant et l'adorer nous ouvre grandement les portes de sa miséricorde, tel que promis aussi par Dieu dans le Saint-Coran. La nuit du destin nous offre enfin l'occasion de redoubler d'efforts dans les actes d'adoration et de prière. Monsieur le vice-président, je voudrais vous prier de transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République notre infinie gratitude et nos remerciements profonds. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a invité les guides religieux à davantage de prières et a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Vénérés guides religieux, chers frères, vos permanentes supplications et intercessions sont en effet indispensables à la stabilité et donc au développement de la Côte d'Ivoire
notre pays. À ce propos, d'ailleurs, le thème évocateur de cette cérémonie prouve à suffisance votre engagement sans faille pour le rayonnement de notre pays dans tous les domaines. La nuit du destin est donc par essence une fervente nuit d'adoration. C'est en cela que je voudrais vous inviter à davantage de prières pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, de qui les populations de notre beau pays espèrent encore de très bonnes et grandes choses, toutes tendances religieuses confondues. La nuit du destin, ou Laylatul Qadr, intervient dans les derniers jours du mois du Ramadan, peu avant l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne. Là, c'était la célébration officielle de la nuit des décrets, celle qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, une nuit célébrée partout sur le territoire ivoirien. Du côté d'Abobo, Kandia Camara, la première magistrate de cette commune, était aux côtés des fidèles musulmans, occasion pour elle de solliciter davantage de prières pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Fred Oulaye, Sephora Zeki. Nuit d'invocation et de prière, la communauté musulmane célèbre la nuit du cadre appelée Nuit du destin. C'est l'un des moments les plus importants de la religion musulmane, nuit de révélation des premiers versets du Coran au prophète Mohammed. À l'espace d'Osso Plaque 1 d'Abobo, des prières de reconnaissance à Dieu. Cette nuit-là, nous faisons des prières, nous faisons des bénédictions aussi, nous faisons aussi des sacrifices. Afin que nous ayons tous le paradis. Il est 23h passées de 30 minutes lorsque la magistrate de la commune d'Abobo fait son entrée au lieu de la prière. L'imam Hamidou Ouattara donne des enseignements sur les valeurs de la nuit du destin et la conduite à tenir. Aimer ton prochain, ceux qui ne se parlent pas, surtout ceux qui ne se parlent pas, n'ont qu'à se parler dans la famille ou même dans la cour pour que ton jeûne soit exaucé. Autre site de prière visité par la délégation de Kandia Camara, la grande mosquée Salam. Ici également, prière en faveur du pays, du président de la République et toutes les populations d'Abobo. Et je voudrais surtout les féliciter pour le thème choisi cette année, la cohésion. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire apaisée. Et cela grâce au leadership du président Alassane Ouattara, mais grâce surtout à la volonté des Ivoiriens de vivre ensemble. C'est dire que lorsque on décide ensemble de mettre nos idées ensemble, mais surtout d'élever les mêmes prières en direction du bon Dieu, il y a de fortes chances que Dieu exauce cela. La présidente du Sénat a aussi exprimé sa solidarité à la communauté musulmane. Elle a fait des dons en numéraire aux différentes mosquées visitées. Si Laylatul Qadr est importante, c'est parce qu'il s'agit de la nuit où Allah décrète les événements pour les années à venir. Cette nuit, on ne le dira jamais assez, a eu une grande valeur car le Coran a été révélé durant celle-ci et c'est pendant cette nuit que les anges ainsi que la bénédiction descendent, tout comme la miséricorde et le pardon. À Bouaké, dans la région de Bouaké, les fidèles musulmans sont sortis massivement, tout comme partout ailleurs, pour prier toute cette nuit qui correspond à des événements fondateurs relatés dans le Coran. Esplanade de la grande mosquée de Dougouba, Bouaké. Les fidèles musulmans et guides religieux y sont pour le lancement officiel du méga cadre ou la nuit du destin. Cérémonie religieuse initiée par les responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section de Bouaké. Moment riche en prières, bénédictions, invocations et en lecture intégrale du Saint-Coran. Foi et union, clé du succès des nations. C'est autour de ce thème que la rencontre se tient. Les fidèles doivent retenir dans un premier temps la positivité de l'être humain, d'un croyant musulman, sur tous les plans. Non seulement entre sa personne et son créateur, entre sa personne et ses semblables, être positif dans la vie de la nation et dans sa vie privée. Les autorités locales saluent les imams pour leur engagement à la promotion de l'islam et exhortent les fidèles à s'approprier les vertus de paix et de cohésion sociale.
Le message du maire, c'est de dire à la communauté musulmane de continuer de prier pour Bouaké, pour la Côte d'Ivoire, continuer de prier pour le président Alassane et de leur dire aussi que le thème qu'ils ont choisi cette année, foi et unité, que cette foi fasse en sorte que la Côte d'Ivoire soit une nation une. La nuit de la destinée se situe dans la nuit du 26 au 27e jour du mois du Ramadan. Le lancement du méga-cadre était placé sous le parrainage du ministre Amadou Koné et sous le patronage du ministre Jacques Assaouré Kona. Un reportage signé William Skakou, Djeneba Ouattara, le tout dans un commentaire de Kader Sogodogo. Elle était attendue depuis longtemps. C'est finalement hier vendredi que la grande mosquée Mohamed VI dans le quartier de Treichville, ici à Abidjan, a été inaugurée. Fruit de la coopération avec le Maroc, les travaux auront duré environ 7 ans. La mosquée est donc ouverte depuis hier, alors que le mois de Ramadan touche à sa fin. Elle va enfin accueillir des fidèles. Diarasouba Ami était sur place avec son équipe de reportage. C'est la plus grande mosquée de Côte d'Ivoire. Bâtie sur une superficie de 25 000 m², la mosquée Mohamed VI ouvre officiellement ses portes. 7 ans de travaux pour offrir aux musulmans un joyau architectural de 7000 places, situé au quartier Biafra dans la commune de Treichville. Excellence, Monsieur le représentant de Monsieur le Président de la République, prions de transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, notre admiration, mais aussi la gratitude et les vifs remerciements de nos vaillantes populations pour le choix porté sur la commune de Treichville pour abriter cet important édifice religieux. Cette mosquée, pour nous, représente un grand symbole et à plusieurs niveaux. Une mosquée qui symbolise la continuité de l'œuvre de nos ancêtres. Mais une mosquée qui symbolise aussi la convergence des vues depuis tout temps entre les oulémas marocains et les oulémas de l'Afrique. Et cette mosquée aussi symbolise la vision d'un islam de vivre ensemble. L'ouvrage est le fruit de la longue amitié qui unit les deux peuples, une fraternité consolidée par le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Cette mosquée incarne bien plus que des murs ou un minaret imposant. Elle symbolise l'amitié profonde et les liens indéfectibles qui unissent le royaume du Maroc à la République de Côte d'Ivoire. Et elle témoigne également de la forte volonté commune de nos deux nations de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux, tant sur le plan continental qu'international. Nous partageons tous des valeurs fondamentales, car nous sommes issus d'un même humanisme et d'un même héritage spirituel, vu que l'islam s'inscrit dans la continuité des religions précédentes et est appelé à coexister avec leur prolongement. Le président de la République voudrait, à travers ma modeste voix et au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, exprimer son infinie gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc pour le remarquable don fait à notre pays que constitue le magnifique édifice religieux islamique, érigé à la gloire de Tout-Puissant, qui s'offre majestueusement à nos regards. Cette réalisation représente bien plus qu'un simple édifice architectural, une mosquée de plus dans le paysage ivoirien. Elle est le symbole manifeste de la vieille amitié entre nos deux nations. La mosquée Mohamed VI, en plus de sa capacité d'accueil de 7000 places, comprend également une salle de conférence, une bibliothèque, un complexe commercial, un pavillon administratif, un logement pour imams et un parking. La prière du dernier vendredi du mois de Ramadan a été dirigée par le représentant du Conseil supérieur des oulémas du Royaume du Maroc. La mosquée Mohamed VI va également accueillir en cette nuit de destin les fidèles musulmans.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans la page religion de ce journal, avec bien entendu la nuit du destin, cette nuit qui n'est que bien, qui ne contient aucun mal, de son début jusqu'au lever de l'aube, une nuit durant laquelle tous les décrets de l'année sont décidés. On y reviendra très certainement ce soir dans le 20h. Une mission du FMI est depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. La délégation est à Abidjan dans le cadre de plusieurs activités visant à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique économique et financière à travers divers mécanismes. Robert Mambé-Begré lui a ouvert hier donc les portes de la primature pour une séance de travail à laquelle Franck Quadio a pu assister. Le Fonds monétaire international est en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine de jours. Dans le cadre de la fin de sa mission, la délégation rencontre les plus hautes autorités ivoiriennes. Les échanges avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé ont pour objet exposé sur le contenu de cette mission. La mission avait pour objectif de revoir la performance du programme économique et changement climatique du gouvernement. Ces programmes sont soutenus par des arrangements financiers du Fonds monétaire qui totalent à peu près 4,8 milliards de dollars EU. Et je suis très content de vous informer que la performance au titre de ces deux programmes est satisfaisante et qu'au niveau des services, nous avons un accord pour compléter cette revue semestrielle de ces programmes et qui va permettre un décaissement au titre de ces arrangements financiers d'environ 580 millions de dollars UE dans les mois à venir. 4,8 milliards de dollars américains, soit plus de 2900 milliards de francs CFA. Un engagement fort, d'ailleurs le plus élevé du FMI en Afrique subsaharienne. Rappelons que cette mission du FMI est relative à la deuxième revue du programme économique et financier PEF, couplée à la première revue de la facilité de résilience et de la durabilité pour la période 2023-2026. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous l'avez forcément remarqué, vous l'avez forcément subi. Depuis quelques semaines, le soleil ivoirien donne le meilleur de lui-même. Ses rayons sont si forts qu'on étouffe presque dans les rues et dans les habitations. C'est le mois dernier qu'on a enregistré le pic de ces vagues de chaleur qui sont insupportables pour nombre d'entre nous. Qu'est-ce qui explique cette situation? Grace Kando est allé poser la question à la Sodexam, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique en Côte d'Ivoire. Les populations abidjanaises et celles de l'intérieur du pays sont confrontées depuis quelques semaines à des déficits pluviométriques et à une vague de chaleur. Ces derniers temps, vraiment, la chaleur est devenue autre chose. Souvent même, tu es à la maison, tu préfères être à l'abri, mais quand tu es à l'abri, c'est encore plus sérieux parce qu'il y a la chaleur de partout dans la maison. Il y a des vendeurs qui ont vraiment besoin de sortir de leur maison et les livreurs, tout ça, vraiment, avec cette chaleur-là, ça ne leur permet pas d'être efficace. Nous avons constaté que la chaleur augmente de jour en jour. Vraiment, on la vit très mal parce que même au boulot, on n'est pas concentré. Mais avec le ventilateur, vraiment, souvent, quand on se réveille le matin, on transpire. Voilà, vraiment, c'est compliqué. Le pic est selon la Sodexam le mois de mars. Cette situation est due essentiellement aux forts rayons solaires et à la forte remontée des vents humides qui sont les impacts du phénomène climatique El Niño. Le phénomène El Niño, c'est un réchauffement anormal de la surface de l'océan Pacifique qui, avec l'implication des vents et de l'humidité, transporte de la chaleur sur l'ensemble du globe, notamment dans les régions d'Amérique latine, dans les régions africaines, en Afrique de l'Ouest en général. Et donc, cette vague de chaleur affecte malheureusement la Côte d'Ivoire. Nous constatons des records de température. Nous avons enregistré 41 degrés au mois de février, qui est vraiment au-delà de la moyenne qui est autour de 35-36 degrés dans cette même période-là. Un état de fait qui n'est pas sans conséquences sur la santé. C'est asthmatique, donc quand il y a trop de chaleur comme ça, il ne peut pas supporter. Ça fait que 2 temps, mais ce n'est pas bien à cause de la chaleur.
On n'arrive même pas à bien respirer. Cette vague de chaleur est souvent accompagnée de vent, suivi de pluie. La forte chaleur qui arrive, ça déséquilibre l'atmosphère. Donc pour pouvoir réguler cette atmosphère-là, on a des épissodes pluvieux qui peuvent s'accompagner d'orages, de vent, et ce que nous avons connu il y a quelques jours. Donc c'est juste un moyen pour la nature de se réguler en diminuant un peu la quantité de chaleur qui est déjà emmagasinée. Pour mieux vivre cette période de chaleur, la Sodexam fait entre autres recommandations ne pas trop s'exposer à l'air ambiant, se protéger et boire beaucoup d'eau. Mais qu'il fasse chaud, qu'il pleuve ou qu'il neige, les droits de la femme doivent être promus. Et c'est dans le sud Comoé que je vous emmène pour en parler justement. Les femmes de la région ont célébré récemment les acquis de la lutte et pour le respect de leurs droits. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pu prendre part les autorités politiques et administratives. Marie-Chantal Akandan, Apolline Herzier, reportage. Les femmes du Sud Comoé sont engagées dans la lutte pour l'égalité et l'émancipation. Elles ont mis en valeur leur contribution au développement de la société. Réunies sous la bannière de la Confédération des associations féminines pour l'émergence de la région du Sud Comoé, ces femmes soulignent leur engagement continu dans cette lutte. Elles ont également exprimé leurs aspirations et à assumer pleinement leur rôle au quotidien. Cette année d'innovation, les belles filles que vous voyez, c'est les meilleures de chaque niveau. La meilleure de la commune d'Aboisseau en filles de CP1. La meilleure en filles de CP2 jusqu'en terminale. C'est ces enfants-là qui sont là. Nous avons voulu qu'elles viennent pour qu'elles voient les femmes leaders comme Trazier Lucie, comme Yolibi, comme Duncan Christiane, les amener aussi à vouloir grandir et à travailler pour aller de l'avant. Cette cérémonie représente pour la CAFER l'occasion de reconnaître et de récompenser les meilleures élèves filles de la région, dans le but de les inspirer à suivre les pas de leurs aînés, véritables modèles de réussite dans la société. Et de retour ici à Abidjan, dans la commune de Cocody, le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines et la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision viennent de signer une convention de partenariat dont l'objectif est d'accroître la représentativité de la gente féminine au sein des entreprises. On en sait plus avec Olivier Kra et Godefroy Okambawa. Accroître la représentativité de la gente féminine dans le secteur privé. C'est la finalité de ce protocole d'accord entre la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision et le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. Ce partenariat permettra d'informer et de former des directeurs d'entreprise sur la lutte contre les inégalités en matière du genre. Les ressources humaines sont au cœur de tout processus. Donc une approche ce genre s'impose à nous parce que nous sommes dans un environnement qui évolue. Et on doit tenir compte de toutes ces diversités culturelles qu'on a, diversité en termes de genre, et de cette mixité qui va nous permettre d'aller de l'avant, de renforcer la productivité, la compétitivité et la performance de nos entreprises. Les DRH, ce n'est pas eux que la porte d'entrée. Je les invite à vraiment saisir cette opportunité pour pouvoir aller de l'avant dans les différents environnements. Selon la titulaire de la chaire UNESCO, cette nouvelle collaboration se veut un cas d'échange entre responsables de structures et personnel. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup en matière de genre, en matière de loi, de politique, et nous devons aller sur le terrain, de rentrer auprès des entreprises, apporter ce que nous avons de meilleur, l'outil genre et performance des entreprises, pour qu'il y ait un développement plus harmonieux de la Côte d'Ivoire qui prend en compte l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Si le secteur privé comprend l'approche genre, qu'il y a l'homme qui est au centre de tout ce que nous faisons, et ces hommes-là ont compris la méthodologie du genre, qui est une méthodologie qui prend en compte le développement durable. Je pense qu'on va y arriver. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision a pour mission de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées.
La fête de Pâques a été célébrée le 31 mars dernier, au lendemain de la célébration, lors d'un moment de partage et de fraternité à la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne de Cocody-en-Gré. L'événement était aux couleurs de la tradition, une occasion pour le curé de la paroisse, le père Arnaud Kwame, de valoriser la culture ivoirienne. Michel Mambo, témoignage. Le village d'Ambroise-Cros, 6 à Saint-Ambroise-Mavigne, d'Engré, dans la commune de Cocody, en fête. Subdivisé en 3 grandes zones, orange, blanc et vert, couleur du drapeau national, les villageois se sont retrouvés autour de la cour royale, répondant ainsi à l'invitation de Nonon Arnaud Kwame Ier, chef du village. D'abord les civilités, puis place au partage, et les convives ne se sont pas fait prier face au menu très variés, des spécialités culinaires bien de chez nous. La joie de la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a donné rendez-vous en Galilée et nous sommes venus constater sa résurrection. Jésus est ressuscité et aujourd'hui nous sommes venus pour les réjouissances, pour la fête de la Galilée avec notre père curé et avec toute la population de cette église. Paquinou à Saint-Ambroise, ou plutôt à Ambroise-Cros, une célébration aux couleurs de la tradition. L'idée est de faire la promotion du riche patrimoine culturel ivoirien. La symbolique de Paquinou, c'est des retrouvailles. Alors nous aussi, nous voulons nous retrouver entre les fils et les filles de la paroisse, aussi faire découvrir toutes les richesses de nos différentes cultures. Tradition, unité, partage, fraternité, les maîtres mots de cette célébration de la résurrection de Jésus-Christ à Saint-Ambroise-Mavigne, le lieu pour les fidèles artisans de faire de bonnes affaires. Des affaires, mais surtout la fête. On va continuer donc dans cette fête. Allons-y à Mossou, au quartier Begnini. La fête de réjouissance au foie y a été célébrée pendant la fête de Pâques également. La génération Blessoué était à l'honneur avec toutes les autres générations qui ont également battu le pavé. Les précisions de Patricia Omouetia. La fête a débuté par un défilé et c'est la génération Blessoué qui a ouvert la marche. Sur place, la population et les convives ont eu droit au passage des danses guerrières de la génération. Des pas de danse exécutés à la perfection par les guerriers avec des gestuels dont seuls les initiés peuvent décoder le sens. Le tout sous le son assourdissant de la tourlant, le tam-tam parleur. Selon le chef de la génération, cette fête de réjouissance vise à rassembler tous les fils et les filles du village dans la cohésion et surtout perpétuer la tradition. Cette fête est une fête d'initiation, c'est une fête de réjouissance, mais en même temps, c'est une fête qui retrace l'histoire même du peuple abouré. Parce que les générations, c'est ce qui constitue la gestion du pouvoir en pays abouré. C'est une occasion pour revivre notre culture, ce que nos parents nous ont laissé comme héritage, comme ils faisaient par le passé, au niveau de la formation militaire, la formation aussi philosophique, pour apprendre nos traditions, pour maîtriser les tam-tam parleurs. Et c'est ce que nous, chaque année, nous essayons de transmettre à nos amis. Pour les invités, ce rendez-vous culturel est une identité importante qui permet aux fils et aux filles du village de se ressourcer. Ce type de cérémonie permet aux enfants d'une communauté de façon annuelle ou périodique de se retrouver, de faire le bilan, de régler les incompréhensions, les litiges. Pour le peuple abouré de Mossou, la fête de génération est une identité importante qui permet aux populations de rester attachées aux valeurs traditionnelles. 3 jours après l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, le 5e président du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu public son équipe gouvernementale. Elle est composée de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Ils sont presque 10 de moins que le dernier gouvernement sous Macky Sall. En introduction, le Premier ministre Ousmane Sonko a promis un gouvernement de rupture et parmi les ministères régaliens, 2 portefeuilles seulement sont occupés par des membres importants du parti du président.
aux Affaires étrangères, Yacine Fall, vice-présidente du PASTEF, chargée des relations internationales. Elle est aussi l'une des rares femmes, 4 en tout, de ce gouvernement très masculin. Et puis, au ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines, Biram Souley Diop, un des cofondateurs du parti PASTEF, les Patriotes, et directeur de campagne de Bassirou Diomaye Faye. À Goma, en RDC, 11 militaires risquent la peine de mort. Hier, lors d'une nouvelle audience, les avocats de la défense ont commencé à plaider devant l'auditorat militaire. 11 militaires du 223e bataillon de réaction rapide pourraient être condamnés à la peine capitale pour lâcheté, alors que le moratoire a été levé mi-mars en RDC. Le 24 décembre 2023, ces militaires, souvenez-vous, postés aux alentours de Saké, la dernière place forte encore sous contrôle gouvernemental, auraient fui face aux rebelles du M23, le mouvement du 23 mars, soutenu par l'armée rwandaise, selon l'auditeur militaire supérieur. Le magistrat a requis la peine de mort. Le verdict n'est pas encore tombé. Si ces réquisitions venaient à être confirmées par la Cour, ce serait une première depuis que la RDC a décidé de rétablir l'application de la peine de mort. Et bien que prononcée par les juridictions, cette peine capitale n'est plus appliquée depuis 20 ans. On se retrouve demain, 13h, pour le grand journal du dimanche.